Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée dont voici les titres. Les forces de sécurité de la sûreté urbaine de Dakar ont déjoué hier une tentative d'acte terroriste qui était prévue dans la capitale sénégalaise. Cette opération a abouti à l'arrestation de 11 individus impliqués, une situation qui suscite de l'inquiétude parmi les habitants de Dakar. Vous entendrez leur témoignage dès le début de cette édition. Et comme chaque samedi, nous vous proposons la rubrique Portrait du week-end. Son visage pourrait être bien familier à ceux qui écoutent la première radiovision du Sénégal, e-radio. Quelques indices. C'est un journaliste qui décortique souvent l'actualité politique avec Boubacar Diallo, alias Didier Bous, ou encore Mohamed Kandi. Dans votre émission Xew Xewu Jamono, il s'agit bien sûr de Ibou Fall. Son parcours sera à suivre dans le journal. Une autre rubrique, l'article de la semaine. El Hadji Malick Cissé a parcouru les quotidiens de cette semaine pour vous servir l'essentiel. Nos confrères se sont particulièrement penchés sur la coalition Yewwi Askan Wi qui vole en éclats et à la grève de la faim de Ousmane Sonko, encore la hausse des prix de l'oignon à suivre dans la rubrique article de la semaine en fin d'édition. Bienvenue dans cette édition au lendemain de l'arrestation de plusieurs individus qui voulaient perpétrer des attaques à l'aide de cocktails Molotov à Dakar. Selon les autorités sécuritaires, la parole est donnée aux habitants de la capitale. Ces derniers dénoncent l'insécurité croissante au Sénégal. Certains accusent la porosité des frontières et le manque de rigueur dans la surveillance des individus. Pendant ce temps, d'autres pointent du doigt la violence politique qui, selon eux, est à la base bien sûr, à l'origine de ce problème. Suivons le reportage de Sabel Olivia Diagne. La vie suit son cours à Dakar comme si de rien n'était au lendemain de l'interpellation de plusieurs suspects qui s'apprêtaient à commettre des attaques terroristes dans la capitale. Cette personne âgée à la retraite analyse l'insécurité qui prévaut dans la capitale sous deux ordres. C'est vrai que maintenant l'insécurité est une réalité à Dakar et dans beaucoup de contrées. Et je crois que cela peut avoir beaucoup de causes. Surtout les causes qui sont liées au chômage. Parce qu'il y a des gosses qui sont facilement disons attaqués pour les problèmes d'argent. Parce que quand on les enrôle pour les problèmes d'argent, facilement ils sont dans le milieu. Bon, ça c'est une cause. Bon, il y a d'autres causes aussi qui sont liées par exemple à la politique. Ça aussi on ne peut pas le nier. Dans une ruelle du quartier, un groupe de jeunes se penche sur la situation du pays. Ce jeune pense que l'on doit renforcer la surveillance au niveau des frontières. Est-ce que les personnes arrêtées sont des Sénégalais? On doit filtrer les entrées et les sorties à partir des frontières, mais aussi connaître combien de temps ces personnes doivent séjourner et les motifs de leur séjour. Toujours dans le même quartier, ce passant, il met plutôt l'accent sur la motivation des forces de l'ordre. Le Sénégal n'a jamais connu ça. Les gosses ils ne sont pas éduqués. Mais le pays-là, il les appartient. Hein? Ils devraient changer de méthode. Ça n'arrange pas le Sénégal. Depuis que le Sénégal existe, ça n'a jamais eu. Donc les gosses là, ils sont inconscients. Ils ne sont pas éduqués. C'est mon point de vue. Mais la sécurité, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui protège la population. Il doit renforcer les gendarmes, les policiers qui circulent durant toute la journée, toute la nuit et encore composer avec la population. Ce vendredi, 11 personnes ont été arrêtées avec des cocktails Molotov alors qu'elles s'apprêtent à attaquer des points sensibles de la capitale. Ce climat d'insécurité inquiète au plus haut point nos compatriotes qui attendent de l'État du service. Nous quittons Dakar pour nous rendre dans la région de Thiès, exactement dans le département de Mbour, exactement dans la commune de Ndiagania où désormais et en principe les femmes de la localité pourront procéder à la transformation de l'arachide. Elles ont été
formés dans ce sens et une formation donc qui a été offerte par la commune donc en collaboration avec le ministère de la Femme, Dr Teneng Sen, et le maire de Ndiaganyao. Il est au micro de Muntaka Kane et Momodouba. Donc c'est une formation donc, pour un nombre total de 100 femmes qui sont formées dans les techniques de transformation, mais très modernes, de l'arachide. Vous avez vu tous les dérivés en vue de faire de l'huile, de la pâte d'arachide, du no-fly, entre autres aussi de tout ce qui est friandise à base d'arachide. Et c'est une formation très importante parce que vous verrez que dans notre localité, tout ce qui est produit de base, c'est les céréales et l'arachide. Et donc les femmes cultivent de l'arachide et à la fin de chaque année, en fin d'hivernage, elles les commercialisent à un prix en tout cas très très bas. Alors qu'aujourd'hui, avec cette formation, elles pourront elles-mêmes transformer leurs produits, les valoriser et gagner beaucoup plus d'argent, en tout cas par rapport à la méthode ancienne. On a voulu les accompagner à raison de chaque 100 kg d'arachide par groupement pour les 5 groupements. Actuellement, le kilo d'arachide est vendu à au moins 1700 au marché. Donc c'est un appui quand même qui les a permis de pouvoir en tout cas faire la formation à pareille heure, compte tenu du fait qu'actuellement l'arachide est coûte quand même très cher. Et à plus de 400 km de Thiès, nous nous rendons à Matam où il était question de la célébration de la journée nationale de l'état civil, une première organisée dans la région en présence du ministre chargé des collectivités territoriales. Après avoir énuméré les difficultés auxquelles la région est confrontée, Mamadou Talla déclare que des mesures sont en train d'être prises par l'État du Sénégal pour les surmonter. Il est à rappeler que Matam fait partie des régions dont le taux d'enregistrement est très faible selon les autorités. Mamadou Talla appelle les populations de la région à inverser cette tendance avant 2024. Suivons ses explications dans ce compte rendu signé Amadou Mardiallo. Dans l'optique de renforcer la sensibilisation du grand public pour l'importance de l'état civil, Matam est choisi pour abriter la première célébration de la journée de l'état civil au Sénégal, une journée adossée à celle de la journée africaine de l'état civil. Dans son allocution, le ministre chargé des collectivités territoriales liste les difficultés confrontées dans ce domaine. L'état civil est confronté à un manque d'information, parfois à la désinformation pour certaines populations. En effet, les études menées montrent une méconnaissance de l'intérêt de déclarer un enfant de l'état civil. Des conditions, mais surtout des procédures de déclaration d'un événement vital à l'état civil. À cela s'ajoute également, il faut le reconnaître, un problème d'accès aux services pour les usagers. Avec l'appui des partenaires, des actions concrètes sont en train d'être posées. En effet, lors du Conseil des ministres du 18 février 2015, son Excellence demandait aux membres du gouvernement de tout faire pour sécuriser et fiabiliser l'état civil du Sénégal, parce que l'état civil est un domaine extrêmement important pour un État qui se veut respectable. Cela s'est traduit par la création de la direction d'état civil, le processus de digitalisation intégrale, la construction et la réhabilitation et l'équipement des infrastructures, et récemment l'évolution de la direction de l'état civil en agence nationale d'état civil. En perspective, l'État du Sénégal tend à la modernisation de l'état civil pour faciliter l'accès aux citoyens. Dans le cadre de la modernisation, nous notons des actions suivantes. 52 centres d'état civil sont en cours de construction ou bien de réhabilitation. 5 salles d'archivage des tribunaux en grande essence. 37 centres d'état civil alimentés en système photovoltaïque, 65 motos pour faciliter la remontée des cahiers des villages et des quartiers. Avec un faible taux d'enregistrement qui ne dépasse pas 74%, la région de Matam fait partie de ces régions qui doivent redoubler d'efforts pour renverser la tendance d'ici 2024. Acte de sensibiliser pour qu'ils puissent mieux informer. C'est le sens qu'il faut donner à cet atelier organisé par l'Agence nationale de la couverture maladie universelle sur le dit programme. Une rencontre qui s'est tenue à Louga et où les journalistes reporters ont été les cibles. Ils ont donc été mis au parfum du dynamisme, de la CMU, mais également de ses nouvelles orientations. Suivons tout cela avec Mam Abdou Bodjan. Il s'agit ainsi, à travers cette rencontre,
de discuter et partager avec la presse locale sur les orientations de la nouvelle politique de couverture maladie universelle à travers les différents axes du plan. Pour leur faire l'état des lieux de la CMU dans la région. Et vous avez vous-même vu et constaté que aujourd'hui nous comptons plus de 233 000 Lougatois dans les mutuelles de santé, ce qui équivaut à un taux de couverture de 21%. Et un taux de pénétration de plus de 47%, ce qui est assez satisfaisant en termes de résultats. Et vous avez également constaté que près de 4 milliards ont été injectés dans la région de Louga de 2015 à maintenant, soit des points tels que l'intégration des personnes dans la CMU, le renforcement de la communication et la digitalisation du dispositif de la CMU ont été mis à la connaissance des journalistes. La communication, c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on sent que disons, le programme a besoin d'être mieux connu. Les populations connaissent le programme mais ne le comprennent pas suffisamment. Raison pour laquelle donc parmi les défis, il y a la communication, il y a également la digitalisation donc, du système. On est dans le process. Ça également, il y a beaucoup de défis à relever. Il y a également les bureaux CMU qui sont en train d'être installés dans toutes les structures. Il y a, disons, la phase pilote qui a déjà fini d'être installée au niveau de Dakar. Maintenant, on progresse dans les régions, toutes les régions du Sénégal. L'idée, c'est satisfaite de cet atelier de formation, les acteurs des médias de Louga comptent s'impliquer davantage pour plus promouvoir la CMU. Sentiment de satisfaction parce que bon, en fait, le CMU a pris l'initiative de convoquer toute la presse, y compris les correspondants régionaux, raison pour laquelle en tant que représentante d'une télévision de la place, je fais que me réjouir de cet acte. Concrètement, bon, en fait, le CMU doit impérativement collaborer avec la presse. Objectif, améliorer l'accessibilité financière des populations aux soins de santé de qualité et protéger ainsi les revenus des ménages notamment vulnérables. Mme Abdou Bodjan, un atelier qui a également été l'occasion d'expliquer les enjeux du plan Sésame, un plan qui a pour mission d'assurer aux personnes âgées de 60 ans et plus donc une prise en charge des soins de santé éligibles au niveau des structures de santé publiques. Le directeur du service régional de l'agence de la couverture maladie universelle de Louga a présenté les procédures à suivre pour pouvoir en bénéficier. C'est Ndiaye Issapel. Nous suivons ses explications. C'est comme si on dirait que ce sont les personnes âgées de Louga et de Linguère qui se soignent, tandis que les autres personnes âgées de Dara, de Darou-Moussi et de Kébémer sont obligés de se rabattre sur Linguère ou Louga pour se soigner. Il serait bien en fait que les centres de santé de référence puissent prendre en charge les personnes âgées. Ça veut dire que donc le plan Sésame soit appliqué à ce niveau. On est en train de travailler avec la région médicale vraiment pour qu'il y ait une déconcentration de cette prise en charge. Ça va soulager un peu les personnes âgées. Parce qu'être personne âgée, c'est déjà un problème. Se déplacer de 110 km ou bien 80 km pour venir, alors qu'il y a un centre de santé de référence à côté, je pense qu'il serait bien qu'on travaille sur ça. Je discute avec la région médicale, les médecins de région et les médecins de district pour essayer vraiment de voir comment pallier à ça. Parce que ça peut être une solution vraiment pour la prise en charge de cette cible. Le problème, c'est au niveau des procédures. Parce qu'on doit organiser une session pour les expliquer comment les prendre en charge. Parce qu'en fait, la procédure au niveau de l'hôpital est très simple. Il suffit d'aller dans un centre de santé qui vous donne un bulletin de référence et venir au niveau de la région médicale pour aller à l'hôpital. Alors que ce centre de santé qui vous donne ce bulletin de référence a la possibilité de vous prendre en charge. Thierno Alassane Sall, lui, était à Kaolack pour rencontrer et discuter avec le khalife général de Medina Baye au sujet de la situation au Niger. Le chef du parti politique La République des Valeurs est catégoriquement opposé à une éventuelle intervention militaire de la part de la CEDEAO au Niger. Donc, selon lui, cette intervention militaire ne fera qu'aggraver l'insécurité dans la région et risque de donner naissance à de nouvelles factions rebelles. Thierno Alassane Sall est convaincu que la meilleure solution est le dialogue. Suivons ses explications. Ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est justement des problèmes de notre sous-région, la situation qui prévaut au Niger. On sait le travail important que le cheikh Mohamedou Mahi a réalisé au Soudan, au Mali, en Gambie et dans d'autres pays, comme apôtre de la paix.
Et c'est vers cet apôtre de la paix qu'on s'est tourné aujourd'hui dans un geste d'espoir, mais également d'inquiétude. Vous n'êtes pas sans ignorer la situation qui prévaut au Niger et nous condamnons naturellement le coup d'État parce que c'est un geste de trahison des militaires en qui le chef de l'État Bazoum s'était confié et avait confié même sa famille. En tant que démocrates qui croyons à la démocratie, nous ne pouvons pas cautionner des coups d'État. Ça c'est très clair. Mais néanmoins, il n'y a aucune raison pour que le Niger subisse, les peuples nigériens, les Nigériens subissent des sanctions aussi draconiennes que celles qui ont été infligées au peuple nigérien. C'est aider d'abord la rébellion que d'instituer des sanctions aussi drastiques, sans graduation, sans discussion préalable, tout d'un coup, en laissant le peuple nigérien, qui est un peuple fier, et dans une situation extrêmement difficile. Même que la CEDEAO n'a aucune légitimité juridique, parce que ce n'est pas inscrit dans le traité de la CEDEAO de pouvoir attaquer le Niger. Cette situation est inadmissible et j'en appelle aux Sénégalais. L'histoire retiendra demain, le peuple nigérien notera demain. Dans la rubrique portrait de ce week-end, Mame Seynabou Barbou s'est intéressé à Ibou Fall, journaliste devenu écrivain et éditeur. Il a débuté sa carrière dans la presse en 1989 en tant que correcteur pour le bi-hebdomadaire Sopi, où il est ensuite devenu l'un des billettistes. C'est cet hebdomadaire qui a d'ailleurs propulsé sa carrière. Mame Seynabou Barbou donc a revisité son parcours suivant son portrait. Il fit partie des chroniqueurs les plus suivis dans la sphère médiatique sénégalaise. Ibou Fall a su se distinguer de par sa liberté de ton, de pensée, mais aussi de parole. Le journaliste est un personnage clivant qui aborde les sujets sans tabou et reste inébranlable face aux critiques et menaces. Quand on est une personne publique, il faut s'attendre à ce genre d'agression et tout ça. Bon, moi, de toute façon, même en écrit, depuis le début, les menaces, les insultes, ça je connais quoi. Donc, non, depuis le temps, j'ai l'habitude. Non. Je les lis parce qu'il y a toujours à apprendre, surtout de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Bon, il y a mon SAG Club, c'est très bien. Ils sont quand même peut-être parmi mes plus fidèles auditeurs. Quand il prend sa plume pour écrire, il passe par la moquerie, la caricature pour faire passer son message. La satire est le domaine de prédilection du journaliste chroniqueur écrivain qui a été formé sur le tard et pourtant son parcours est tout aussi prestigieux qu'élogieux. Et en avril 90, c'est vraiment là que je suis entré en plein dans le journalisme parce qu'on a créé Le Témoin. Et bon, ensuite, voilà, j'ai fait quelques rédactions. Je suis passé par le Cafard Libéré, j'ai fait Walfadjri pendant les élections. Ensuite, j'ai travaillé dans Le Matin en 97 et en 2000, j'ai lancé mon premier quotidien. Au bout d'un an et demi, j'ai démissionné pour lancer un deuxième quotidien. Après l'obtention de son baccalauréat, il dépose ses valises à l'université Cheikh Anta Diop. 2 ans après, le jeune homme quitte le temple du savoir, son diplôme pour le monde du travail. Vendeur, commercial, boucher. Il a tout tenté avec comme philosophie, pas de saut métier. J'ai fait une année de philo que je n'ai pas passée. Ensuite, j'ai fait une année de lettres que je n'ai pas dépassé la première année, donc j'ai cartouché. Et je suis allé chercher du travail. On m'a embauché dans une société de commerce qui faisait un peu de tout. Donc j'ai vendu des carreaux, j'ai vendu de la pomme de terre importée, j'ai été boucher à Tilène pendant 1 an et demi, je crois. J'ai vendu des mèches. Voilà, j'étais un peu l'homme à tout faire. Journaliste, écrivain, Ibou Fall est un amoureux des lettres, la lecture. Son passe-temps favori. Mon premier recueil de chroniques, je l'ai publié en 93. Les billets de Ibou. En 2009, pardon. J'ai publié mon deuxième ouvrage qui s'appelait Dieu le pire. 2010, j'ai republié une autre compilation qui s'appelait Bandiarlé. 2012, j'ai publié Les Égocrates
qui est un peu une compilation de la scène politique. En 2013, j'ai publié Le nouveau type de sénégaliserie, c'est mon 5e ouvrage. Habillé toujours en jean, t-shirt, Ibou Fall est d'une simplicité sans commune mesure. Drôle mais véridique, il ne mâche pas ses mots et n'hésite pas à mettre la plume dans la plaie quand il le faut. Place maintenant à la rubrique article de la semaine. C'est bien sûr l'affaire d'El Hadj Malick Cissé. La coalition Yewwi Askan Wi vole en éclats. La grève de la faim d'Ousmane Sonko, par ailleurs rayée sur les listes électorales. Selon le quotidien L'Observateur, l'affaire Juan Branco et la hausse des prix de l'oignon. Voilà, entre autres, les actualités qui ont dominé cette semaine donc dans les journaux. Suivons tout cela avec le point fait par El Hadj Malick Cissé. Jeudi, plusieurs titres s'intéressent en particulier au bisbis au sein de la coalition Yewwi Askan Wi de l'opposition. Certains journaux parlent même de fin de compagnonnage entre les deux grands pôles de l'opposition, à l'image du quotidien Les Échos, lequel affiche la rupture consommée entre Taxawu et Pastef. Le responsable du parti Pastef de Dakar, Abbas Fall, a été éjecté mercredi de son poste de premier adjoint au maire de Dakar. Le Pastefien en rupture de banc avec le maire Barthélémy Diaz. Il a été remplacé par Ngoné Meng de Taxawu Sénégal, rapporte le quotidien L'Info. Le mandat revenant à son tour sur l'éviction du coordonnateur du parti Pastef de son poste de premier adjoint du maire de Dakar. Note, plus l'ombre d'un patriote dans les talons du maire de la capitale sénégalaise, Barthélémy Diaz. Le quotidien critique affiche à ce sujet putsch contre Pastef. Macky Sall, qui avait parlé de réduire l'opposition à sa plus simple expression, semble avoir atteint son objectif, analyse le même journal. La conséquence de cette rupture au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, c'est la lune de miel entre Taxawu Ndakaru de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et Benno Bokk Yakaar, la coalition de la majorité, souligne Walf Quotidien. La coalition Yewwi Askan Wi a fini par éclater, observe les quotidiens de ce vendredi, en se fondant sur la sortie médiatique du maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Yewwi Askan Wi vole en éclats, constate enquête, ajoutant que Yaw s'est heurté aux dures réalités qui gouvernent les partis politiques, c'est-à-dire une certaine forme d'égoïsme, la propension à écraser tout concurrent gênant et à le faire vite, explique le même journal. Il raconte comment la deuxième force politique du pays, dirigée par Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et Pastef d'Ousmane Sonko, s'est disloquée. La courroie de transmission entre le maire Barthélémy Diaz et Pastef a rompu, observe Libération, le quotidien estimant que la rupture a été consommée depuis trop longtemps à cause d'un conflit d'intérêts. La campagne lancée par Barthélémy Diaz en vue de la victoire de Khalifa Sall à l'élection présidentielle de 2024 et le réaménagement du bureau municipal de Dakar ont précipité l'éclatement de Yaw, selon Libération. Pendant ce temps, l'Observateur signale que l'opposant Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison par contumace pour corruption de la jeunesse, a été rayé des listes électorales. Le leader du parti Pastef dissous n'est plus électeur, encore moins éligible, précise le journal. Besbi Le Jour évoque les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les détenus à Dakar. Il cite l'avocat Juan Branco qui a été expulsé du Sénégal après un emprisonnement de 2 jours. Une quinzaine de militants de la société civile et des leaders politiques ont signé une tribune dans laquelle ils expriment leurs préoccupations pour la santé du leader du parti Pastef, toujours admis aux urgences à l'hôpital principal de Dakar, rapporte l'AS. Enquête signale que contrairement à certaines informations qui circulent, le leader du parti Pastef n'a pas arrêté sa grève de la faim, ce qui est à l'origine de la tribune, l'invitant à s'alimenter. L'état de santé d'Ousmane Sonko inquiète ses avocats, écrit Libération.
L'oignon a aussi fait l'actualité cette semaine. Le Soleil note que le panier de la ménagère se trouve impacté par la hausse des prix des légumes, alors même que du fait du renchérissement du prix de l'oignon, le marché était déjà devenu un terrain miné pour les ménagères. C'est cet élément de El Hadj Malick Cissé qui marque le point final de cette édition que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.